Bien. Moi, je vais tenter de faire une synthèse à la fois du travail qui a été mené dans le cadre du laboratoire et de présenter quelque chose qui avait été intitulé dans l'abstract qui avait été présenté dans le livret du colloque, Art et langage, poétiser et penser, un problème d'ontologie. Donc je vais essayer de développer un certain nombre de trucs là-dessus, puis indiquer un certain nombre de réponses. Il faut que je réponde à Maxime sur ce qu'il vient de dire. Et puis je voudrais formuler une réponse aussi à ce que tu viens d'indiquer. Euh, donc le laboratoire existe depuis maintenant 2 ans et demi et quand nous avons posé ce laboratoire sur les recherches entre art et langage, nous avons posé 2 objets pour y travailler, 2 objets forts. Le premier objet a été ce qu'on appelle en philosophie le tournant. Alors, le tournant est un truc qui se situe essentiellement après la Seconde Guerre mondiale et qui est un problème de ce qu'on appelle la fin de la métaphysique, ou passer après la métaphysique, ou qu'est-ce qui se passe si on achève la métaphysique. Donc s'il y a un achèvement ou une fin de la métaphysique, il y a donc un tournant du pensée philosophique. On ne pense pas de philosophie de la même manière, et dans ce cas-là, il va y avoir un tournant dans la manière avec laquelle on va penser l'œuvre et émettre ou produire une philosophie de l'œuvre. Donc moi, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est de lier cette problématique à partir de Martin Heidegger et d'en proposer quelques lignes pour la lecture. Donc ces relations entre art et langage, pour les saisir, en soi, elles sont complexes, mais elles ont été rendues complexes, non pas parce qu'elles sont originairement complexes, mais parce qu'il y a eu un processus d'occultation. Alors on en a parlé, entre autres Maxime ce matin, sur les questions d'idéologie, etc. Il y a eu une fabrique d'idéologie, une fabrique d'une lecture, probablement de cette complexité des relations entre art et langage, plus qu'elles ne sont complexes, en elles-mêmes. Ces processus qui ont été rendus silencieux, qui ont rendu silencieuses, pardonnez-moi, les relations entre art et langage, proviennent du fonctionnement métaphysique occidental. Et c'est précisément pour cette raison que nous proposons de le penser à partir du moment où les penseurs ont signalé qu'il fallait penser l'achèvement de la métaphysique. Et donc l'achèvement des formes particulières de la philosophie. Alors ce moment particulier, il y a plein d'indices dans l'histoire de l'Occident. Je pointe juste l'idée que le moment maximal de ça, c'est les années 60. Et que dans les années 60, il y a une crise majeure qui est chez les penseurs cette indication qu'il faut impérativement mettre fin à la métaphysique, achever cette manière de penser la métaphysique pour pouvoir passer de l'autre côté. Enfin, passer dans un autre mode du philosopher. Et le second objet, c'est l'objet qui est présenté ici, qui est cet objet qui a été présenté hier à la Galerie Espace pour l'Art, qui est donc cette lettre ouverte du 7 septembre 1968, qui a été faite par Marcel Brotters dans la série des lettres ouvertes. Et qui a été fait pour le projet Musée d'Art Moderne Département des Aigles, qui commence en 1968 et s'achève en 1973. L'année de son ouverture, Marcel Brotters publie et envoie donc des lettres ouvertes, dont celle-ci, du 7 septembre 1968. À l'intérieur d'un processus parodique complexe, ce qui fait partie de l'œuvre de Marcel Brotters, il énonce 2 choses essentielles, à mon sens. Premièrement, que ce nouveau musée épreuve et tente une formule de séduction. C'est ce qui est indiqué dans le dernier paragraphe, et que cette formule de séduction serait nommée désintéressement plus admiration. Et que cette formule, en fait, serait une lecture conjointe, ça c'est un travail que j'avais mené au début du laboratoire, serait une sorte de manière de conjoindre 2 éléments. D'une part, la formule du plaisir désintéressé chez Kant, paragraphe 43-46 de la critique de la faculté de juger, et évidemment de conjoindre à cela le plaisir admiratif chez Aristote, qui porte le nom de charisme chez Aristote, dans l'indexation Baker, 1448b, dans la poétique d'Aristote. Puisqu'on sait, c'est un problème sur lequel j'ai longuement travaillé, normalement le plaisir qui est produit par les objets, en grec c'est hédoné, mais hédoné suppose un plaisir de la consommation et suppose un plaisir dans lequel le corps est pénétré par quelque chose, alors que la charis, il s'agit d'un plaisir où il n'y a aucune pénétration, puisque la chose vient se réverbérer sur la surface du corps, ce qui a donné évidemment la figure du charisme, etc. etc. Et l'œuvre rentrerait dans cette longue archéologie d'un plaisir charismatique, que Kant traduit par ce plaisir désintéressé, et que Derrida traduira évidemment plus tard par se plaire à soi-même, etc., regardant l'œuvre, etc., etc. Donc c'est ça que j'avais essayé de mener, c'est ça que j'ai essayé de montrer, c'est ça qui a été exposé hier dans la galerie Espace pour l'Art, puisqu'il y avait la lettre de Brotters et de l'autre côté cette sorte de mise en petit espace de ces 2 ouvrages de Kant et d'Aristote.
L'hypothèse que nous avons conduite est donc la suivante. Il se peut qu'à un moment de l'histoire matérielle de l'être et de l'opérativité, ait été possible d'affirmer cette affection fondamentale entre art et langage, entre poésie et pensée. Mais alors, pourquoi ? Il se peut aussi qu'à ce moment de l'histoire, nous ayons eu conscience que cette relation ait été occultée. Alors là aussi, pourquoi ? Il se peut alors, deux réponses aient été tentées et affirmées conjointement par la philosophie et par les artistes, à la fois le tournant et à la fois cette figure de la parodie chez Brothers. Voilà pour ce qui est une guise d'introduction qui a été le schéma que nous avons tenté de parcourir avec les étudiants et que moi j'ai parcouru pendant ces 2 années et demie de travail. Donc pour comprendre les hypothèses qui ont été formulées, je vais essayer de procéder à quelques clarifications. Et je dis clarification et pas définition, parce que je préfère toujours des formes de clarification. Les définitions me font toujours très peur. Et pour ça, je vais me référer à un texte un peu étrange et un peu complexe, pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas maintenant, qui est un texte qui a été écrit par Martin Heidegger, qui a été donné, plus ou moins écrit, il aurait dû le donner, mais il ne l'a pas donné, en 1944-1945, et qui porte le titre d'Achèvement de la métaphysique et poésie. Ce texte a été publié et traduit chez Gallimard en 2005, dans la traduction de Adeline Froidecourt. Et c'est dans la Gesamtausgabe, c'est le volume numéro 25. Qu'est-ce qui est indiqué ici ? Le penseur allemand indique une première chose qui est fondamentale, je cite, « En tant qu'être humain qui pense en gardant mémoire, l'être philosophe ». Philosopher serait donc rien d'autre que la forme fondamentale d'un penser en gardant mémoire. Et dès lors, c'est le sens de la modernité que je donne ici, à savoir comme mode d'être. On en a parlé hier, ça a été la première question que Chloé m'a posée sur cette question, finalement, qu'est-ce que c'est que la modernité ? Qu'est-ce que j'entendais par modernité dans cette manière-là ? Eh bien, il y aurait quelque chose de ça. Il s'agit en cela que nos modes d'être soient de penser et de poétiser ce qui est maintenant. Voilà ce qui est ma proposition pour ce qu'est la modernité, que je lis à partir de cette indication de Martin Heidegger. Nos modes d'être est moderne, la conscience de nos modes d'être, qu'ils soient de penser et de poétiser ce qui est maintenant. L'hypothèse cruciale d'Heidegger est que, et ça c'est fondamental, pour moi c'est le cœur de ce texte de 1944-45, je cite, qu'il indique que si se poétiser est nécessaire, se poétiser le maintenant, si se poétiser est nécessaire, dit-il, il indique alors l'accomplissement de la métaphysique occidentale. Voilà qui est mon point, voilà qui est l'articulation centrale que je vais essayer de vous développer là maintenant. Pour comprendre cela, il faut alors penser deux choses importantes. L'épreuve de la philosophie. Alors on a parlé de cette question de l'épreuve, c'est important pour moi cette question de l'épreuve, Nicolas l'a revendiqué, on en a parlé ce matin, et Alessandro aussi je crois. L'épreuve de la philosophie, comme poétisée, a commencé dès les premiers instants de la philosophie. Alors je rappelle deux choses pour comprendre ça. Le premier, c'est qu'il y a un indice chez Platon. Vous savez que Platon, né dans une famille aristocratique, et Platon il aurait dû conduire sa vie autour de ce qu'on appelle la thaumaturgie, c'est-à-dire l'écriture poétique du théâtre. Or, il ne fait pas de thaumaturgie, il va faire de l'aléturgie, c'est-à-dire qu'il va révéler l'aléthé, c'est-à-dire ce qu'on appelle très vulgairement la vérité, mais ce qu'on va plutôt conserver sur la chose du désocculté. Et donc, Platon ne s'occupe pas du langage poétique, mais préfère ce langage philosophique, c'est-à-dire s'occuper de la mémoire, la remontée de la mémoire, pour produire ce langage de la vérité. Sauf que vous savez que Platon n'écrit jamais ou peu, mais que s'il l'écrit, il l'écrit sous forme de théâtre. Donc, première ambiguïté entre ces deux relations, entre un philosophé et un poétisé qui ne se stabilisent pas. Et la deuxième chose aussi que l'on sait, qui est fondamentale, c'est que toute l'œuvre de Platon tient parce que Platon poétise les mythes. Alors, il y en a des quantités incroyables, mais entre autres celui de la caverne, celui de l'Atlantide et celui d'Air le Pamphilien. Air le Pamphilien qui clôture la politique et qui fait basculer l'ensemble des choses. Quand le texte sera publié, il y aura toutes les références pour les gens qui ont travaillé sur ces questions du mythe chez Platon. Et que pour Heidegger, ce serait ça, tel que moi je le commande, ce serait le début, et la fin de ce processus, de cette conscience, ce serait au moment où Nietzsche commence à travailler, et Nietzsche le ferait sur deux formes qui mettraient fin à ce philosophé, par deux formes du poétisé, qui seraient évidemment la figure de Zarathustra, fondamentale, et deux, ce que tout le monde s'acharne à concevoir comme un concept, mais qui ne le serait pas, qui est l'éternel retour du même. L'éternel retour du même ne serait pas un concept, mais serait une forme poétique, justement, pour pouvoir produire quelque chose.
Donc voilà, ce seraient ces deux choses, et qui à ce moment-là, Nietzsche deviendrait alors la figure qui comprend l'importance fondamentale du poétisé pour la pensée. La philosophie réclame, et c'est ma proposition pour aujourd'hui, une relation coexistentielle entre l'œuvre et l'art. Et ce que je nomme ici le poétique, ou le poétique plus exactement. J'insiste alors sur cette hypothèse que je rappelle, qui est le cœur de mon intervention. Si le poétisé est nécessaire, il indique un accomplissement de la métaphysique. Alors, on va essayer de s'accorder sur quelques éléments. Ce ne sont pas des définitions, ce sont des indications que je vous propose. Je vais vous proposer pour aujourd'hui une indication sur ce qu'est la métaphysique. Je pourrais vous proposer aujourd'hui pour la métaphysique, elle est une logique de l'étant. Donc, pas une logique de l'être, mais une logique de l'étant, sous-entendu de l'être, comme une théorie à la fois de ses prédicats, de ses qualités et de son essence. C'est-à-dire ce que techniquement nous devrions nommer, il y a le mot qui existe, ce qu'on appelle une ontologie, c'est-à-dire une logique des ontoi, c'est-à-dire des étangs. Bon, jusqu'à présent, ce n'est pas très compliqué, mais c'est juste pour repréciser les choses. Ce qui signifie alors que la pensée occidentale ne cesse de séparer être et étant, pour les raisons que je viens d'indiquer, et en somme produit une imprécision fondamentale entre les deux. Or, il est évident que l'étant projeté dans le maintenant entre en conflit avec la logique de l'être, c'est-à-dire avec la science de l'être. Alors, à partir de ce moment-là, il faut comprendre, et c'est une des thèses que j'essaye de soutenir, qu'il y a dans ce hiatus entre cette science de l'être et cette demande du maintenant, il y a au sens propre ce que j'appelle à la fois un soulèvement, mais ce que j'appelle plus fondamentalement une insurrection, une révolte dans le maintenant que l'on peut saisir à la fois comme la tentative de la mémoire, c'est-à-dire la pensée comme conscience historique, ce qui sera la revendication du XIXe siècle, fondamentale depuis Marx et les suivants, à la fois comme accomplissement de la métaphysique. Une fois qu'on aura accompli la métaphysique, eh bien, effectivement, on pourra passer à autre chose, mais il va falloir passer par une insurrection qui permettra ça. Et puis la troisième, qui est donc effectivement la question du poétisé. Cette revendication du XIXe siècle et du XXe siècle, du côté de cet acte du poétique et de cet acte de l'artistisation, à mon sens, c'est une insurrection, et cette idée d'un tournant, il faut tourner quelque chose. Martin Heidegger appelle un dikere, c'est cette manière de faire volte-face à l'histoire et de reprendre une conscience beaucoup plus marquée que ça. Je crois que vouloir lever cette imprécision, vouloir assumer cette insurrection, et donc achever la métaphysique, et c'est le travail de la pensée, et surtout celle d'à partir des années 60, puisque je crois que les années 60, c'est ce moment de crise et ce moment de conscience majeure, et cette épreuve. Et c'est ce que j'appelle l'épreuve moderne de leur coexistentialité. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que signifie penser ? Je vous propose que penser signifie garder en mémoire, et en ce cas, penser est une épreuve vers le maintenant, est une épreuve en tant que garde qui réclame le maintenant. Ce qui voudrait dire que dans ce cas-là, penser est un dispositif, une situation fondamentalement instable et fondamentalement dialectique. Alors, concomitamment, qu'est-ce que signifie poétiser ? Et je vous propose alors de le penser de la manière suivante. Poétiser signifie l'indication de la pensée, ce que l'indication de la pensée de la langue grecque produit, c'est-à-dire c'est faire. Le verbe poien en grec signifie faire. Il signifie faire parce que antérieurement au verbe poien, il y a un poios, il y a un pronom interrogatif qui réclame une question. Qu'est-ce que c'est ? Qui ne réclame pas obligatoirement une réponse derrière, mais il y a une question qui est posée, et cette question suppose que l'être puisse agir. Et c'est ça, c'est le premier sens de poétiser, ce serait donc faire. Et en ce cas, faire, c'est au sens propre, et je tiens à cette formule que j'indique de cette manière, se maintenir dans le maintenant. Cette forme quasiment tautologique, poétiser serait se maintenir dans le maintenant. Alors que penser supposerait évidemment cet acte de garde de la mémoire et cette forme d'instabilité. Et le retour à une stabilité, ou la possibilité d'une stabilité éventuelle, d'une stabilité pourrait se faire dans le maintenant. Je cite Martin Heidegger, toujours dans le même ouvrage, page 127. Il écrit « Toute attitude que nous concevons aujourd'hui comme une attitude, il met lui-même entre guillemets, de création artistique, est pour les Grecs un poiène. Poétiser, c'est bien poiène, poiesis, en un sens insigne. Dans le poiène, continue-t-il, règne la prise en charge de ce qui arrive à l'homme en le concernant,
règne la charge de transmettre tout ce qui arrive ainsi, de le présenter en l'exposant, de l'établir. Alors en ce cas, si poétiser signifie ce que nous faisons et notre relation au faire, il est alors évident que le maintenant de l'être, c'est-à-dire la modernité, au sens propre, est moderne, celui qui a la conscience de son maintenant, sa saisie du maintenant, et penser à partir du poétique s'oppose à un maintenant pensé à partir du déploiement du travail. Alors là, il pourrait y avoir un très long, je ferai un commentaire beaucoup plus grand dans le texte que j'écrirai, puisque ça, il y a tout un commentaire à faire sur cette question du travail. Les deux concepts s'opposent assez brutalement. Ceci équivaut à l'espace de ce que nous expérimentons, nous, aujourd'hui, dans le contemporain. C'est en cela la crise majeure de la modernité depuis Karl Marx et depuis le renversement d'un maintenant pensé à partir du déploiement d'un faire comme poiesis en un déploiement d'un faire pensé exclusivement à partir du travail. Je crois que là se tient ici essentiellement une des crises de la définition de l'artiste moderne et contemporain. C'est précisément ce qui se joue comme crise irrésolue dans l'épreuve de la modernité de l'art. En ce sens, l'art doit décider s'il entretient une relation au poétisé, au faire, ou plutôt au travail. Je pense que là encore, c'est une des instabilités les plus fondamentales et une des crises éthiques et morales les plus fondamentales. Et en ce cas, je peux ajouter que pour moi, est art contemporain, l'indication de cette crise est précisément dans l'œuvre de Marcel Broters, qui premièrement se sépare ironiquement du poétique en 1964. Donc je sais que Nicolas l'a montré hier, ce matin même, mais je le remonte. Ça, c'est le carton d'invitation de l'exposition qui a lieu du 10 au 25 avril 1964 à la Galerie Saint-Laurent à Bruxelles. C'est cette séparation, puisque je vous rappelle que le point de départ, c'est Marcel Broters à 40 ans. Il est poète, et il considère qu'à 40 ans, en tant que poète, il a raté sa vie. Donc il vaut mieux devenir artiste, parce qu'au moins en étant artiste, on gagne de l'argent. Alors qu'en étant poète, non, et on est un raté. Particulièrement quand on a 40 ans, parce qu'à 40 ans, il faut quand même réussir à faire des choses dans sa vie. Donc c'est ça le principe d'insincérité. Est insincère celui qui finalement croit encore qu'il y a une séparation ontologique fondamentale entre les pratiques, parce que les pratiques auraient des valeurs et des valeurs économiques, comme certains d'entre vous l'ont déjà nommé depuis ce matin. Donc sépare ironiquement du poétique en 64, avec son principe avoué d'insincérité, et secondement avec la fondation d'un nouveau musée pour qu'en 1968, art plastique et poésie se tiennent enfin main dans la main pour qu'ils adviennent à une épreuve coexistentielle. Alors c'est évidemment que advenir main dans la main, c'est évidemment une dimension parodique, puisqu'il y a plein de raisons qui supposent que ce n'est pas si simple, et que se tenir main dans la main ne suppose pas qu'il puisse y avoir une coessentialité. Ce n'est pas une coessentialité, c'est une coexistentialité, peut-être même probablement au sens où Alighiero Boetti le fait quand il produit en 67 Gemelli, c'est-à-dire il reproduit lui-même sa propre image, il se tient lui-même la main, dans ce double acte d'être à la fois poète et à la fois artiste, etc. etc. Alors, il y aurait toute une lecture à en faire, je ferai des glosses dans le commentaire, dans le texte que j'écrirai. Il y avait donc bien dans ce texte, dans cette lettre, celle que j'ai présentée avant, dans cette lettre, une indication fondamentale vers une relation coexistentielle entre un penser et un faire, autrement dit, entre un philosophé et un poétisé. Je crois que cette relation qui avait été occultée par la métaphysique, occultée par l'ontologie ou la science de l'être, et par le travail ou la technicisation morale du travail, est l'épreuve soudaine de la modernité des années 60. Et c'est cela que je nomme une insurrection. Et c'est aussi ce que nous nommons un tournant à partir de l'indication de la conférence que Martin Heidegger a donnée en 1949 à Brême. Il faut penser le tournant en tant que conscience historique de l'oubli de l'être. Ça, c'est la métaphysique, mais aussi en tant que conscience de l'histoire, en tant que garder mémoire. Il faut encore ajouter à cela la conférence, alors c'est là où je vais faire un commentaire sur ce que tu viens de dire, Cédric, un mot sur la conférence que Martin Heidegger... Ah non, pardon, je suis désolé, je me trompe de paragraphe. Donc, bon, je vais reprendre mon bon paragraphe, là. Il faut encore ajouter donc à cela un commentaire sur la conférence que Martin Heidegger donne le 21 avril 1964 et qui s'appelle « La fin de la philosophie, la tâche de la pensée ». Conférence qui est donnée dans la traduction par Jean Beaufray à l'UNESCO à Paris. Il va sans dire, ça c'est une petite parenthèse, qu'il va sans dire que je suis totalement fasciné, alors que je sais qu'il n'y a aucune logique et que je ne peux rien y trouver, mais je suis totalement fasciné par le fait que cette conférence a été donnée exactement en même temps que l'exposition de Broters à Bruxelles. C'est un pur hasard, il n'y a aucune logique entre les deux, mais c'est pas grave, je continue d'en être fasciné et de vouloir essayer d'y trouver des choses.
Ça, c'est mon problème, mais bon. La proposition de Heidegger est alors d'entendre que philosopher ou la métaphysique, c'est trouver une fondation à l'étang. Cela signifie qu'il faut donc produire des archets. Alors, on le sait, puisque Giorgio Agamben en a donné un certain nombre de définitions. Une arché, c'est une relation entre le commencement et le commandement. Plus la chose commence tôt, plus elle commande puissamment. Ce que moi j'appelle la relation entre l'ordre et l'ordre. Plus la chose a un ordre premier, plus elle est capable de donner des ordres. Ce qui est une relation complètement idiote, il faut quand même l'avouer, complètement aberrante, mais qui fonde la totalité de la pensée occidentale. En somme, assumer la puissance des objets et des sujets par leur fondation. À partir du moment où vous réduisez, vous achevez la métaphysique et que vous réduisez les ontologies, vous réduisez donc ce travail complètement délirant qui est celui d'aller chercher des fondations. Donc à partir de ça, vous avez un rapport aux objets et un rapport aux œuvres qui est beaucoup plus simple. Heidegger rappelle alors que cette fondation s'ancre à la fois dans l'effectué, c'est-à-dire ce qui a eu lieu, et à la fois dans l'objectivité des objets, et donc enfin dans les valeurs. Ce qui est effectué, la valeur c'est donc la relation entre ce qui est effectué et ce qui est objectivisé. Et c'est cela qui entre en crise avec l'idée d'une épreuve d'un maintenant du pensé et du poétisé. C'est en cela qu'il s'agit de mettre fin à la philosophie comme métaphysique. La métaphysique est donc à la fois interprétation de l'effectué, de l'objectivité et de la valeur, pour interpréter les relations coexistentielles entre la pensée et la poésie, de sorte que nous soyons amenés à saisir dans le maintenant ce qui n'est pas la négation de l'effectué, de l'objectivité et de la valeur, mais son renversement. Alors c'est juste cette chose qui est un petit peu complexe, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Je nomme ce renversement puissance de l'accidentialité, de la chosité et de l'intensité. C'est le renversement des trois objectifs, des trois choses qui sont liées à la métaphysique. Puisque je rappelle, la métaphysique, c'est l'interprétation de l'effectué, de l'objectivité et de la valeur. Moi, je propose qu'on puisse le renverser ou l'inverser sous la forme de l'interprétation de l'accidentialité, de la chosité et de l'intensité. Parce qu'il est évident que si nous inversons simplement une proposition métaphysique, donc effectué, objectivité, valeur, en son contraire, qui serait par exemple, enfin c'est même pas par exemple, c'est qui serait effectuation, subjectivité, non-valeur, nous ne faisons qu'en fait produire une autre forme de la métaphysique. Si vous produisez un axiome métaphysique, si vous inversez un axiome métaphysique, vous produisez un autre axiome métaphysique. Donc la question n'est pas de produire un autre axiome métaphysique, la question c'est d'en garder un qui a été déconstruit et de penser un autre système qui serait donc celui de l'actentialité, de la chosité et de l'intensité. Il importe donc de penser les relations de l'être à l'effectué, objectivité, valeur, mais aussi et surtout de le penser dans le maintenant, les relations que nous entretenons à l'actentialité, à la chosité et l'intensité. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'effectué est ce qui a eu lieu, l'objectivité est la fixation de l'avoir eu lieu en objet, donc en définition. La valeur est la détermination des qualités en fonction de l'effectué et de l'objectivité. En revanche, l'actentialité est ce qui a lieu en tant que facticité, ce qui est fait. La chosité est la possibilité de ne pas accorder tout ou partie des qualités aux choses. Ça, c'est aussi extrêmement important. C'est assez compliqué cette question-là, mais on pourra y revenir. Enfin, en tout cas, je mettrai des commentaires dans le texte. Et enfin, l'intensité. On a parlé déjà de l'intensité depuis hier un certain nombre de fois. L'intensité est la mesure des événements, non en tant que qualité, mais cette fois-ci en tant qu'épreuve. Et ça, c'est essentiel, c'est une des thèses, enfin, pour moi, les plus fondamentales, qui est... Alors, on sait que l'intensité est une chose qui est très, très à la mode, dirait-on, dans la pensée philosophique aujourd'hui, mais il y a quelque chose de cet ordre-là que je voulais soutenir, et que je répète, que l'intensité est la mesure des événements, non en tant que qualité. S'ils sont en tant que qualité, vous refaites de la métaphysique, mais en tant qu'épreuve, s'ils sont en tant qu'épreuve, eh bien, il y a quelque chose qui advient. L'épreuve est pour moi la forme fondamentale de la conscience de l'historialité et de la suspension de l'histoire. Conclusion. J'émets alors l'hypothèse que tout cela est ce que nous nommons la relation coexistentielle entre art et langage, comme épreuve de notre modernité philosophique et artistique. Je propose donc que l'épreuve contemporaine des relations art et langage soit l'opportunité la plus importante dans l'histoire de l'être d'achever la métaphysique pour saisir la conscience d'une histoire éthique du penser et du faire.
Ça, c'est voilà, ça c'est le. Je peux pas être plus au cœur de ma proposition. Je pense que c'est le noyau le plus fort de ce que je pourrais dire, et qui est cette chose, qui est que voilà, finalement, pour moi, les relations art et langage, cette tension des relations art et langage, sont simplement un moment, un événement historique majeur dans l'histoire de l'Occident, hyper fort, qui est cette conscience et l'opportunité délirante qui nous est donnée à un moment de penser l'achèvement de la métaphysique. Et au contraire, donc je le répète, pour saisir la conscience d'une histoire éthique, du penser et du faire. Ce que nous nommons ici poésie, ou qu'il faudrait nommer poiesis, qui englobe l'entièreté de ces pratiques dites artistiques, est l'épreuve de cette coexistentialité moderne de ce que nous nommons art. Alors vous savez que je refuse souvent de définir et de penser la question de l'art. Et c'est, alors là, du coup, je te réponds, Maxime, à ce que tu disais ce matin. C'est une des raisons pour lesquelles je préfère la question de relation à la question de l'articulation. C'est que là-dessus, je suis les lectures de Benveniste, et qu'articulation a la même étymologie que art et que rite. C'est cette même racine hyper archaïque qui signifie quelque chose du resserrement technique du monde. Il y a des dispositifs qui resserrent le monde pour produire des lectures. C'est dans les institutions, le dictionnaire des institutions indo-européennes de Benveniste. J'ai fait tout un commentaire sur cette question-là. Et c'est pour ça que le mot art est compliqué pour ça, puisque le mot art renvoie toujours à de la techné, c'est de la techné, et qu'articulation aurait quelque chose pour moi de renvoyer à la techné, alors que relation est quelque chose de beaucoup plus voilà, presque plus sensuel. C'est pas un concept très, très stable, mais qui de temps en temps a une efficience et que la sensualité a une puissance assez fondamentale pour ça. Donc, je reprends ce que je disais. Donc, nommer poésie, c'est l'épreuve de cette coexistentialité moderne de ce que nous nommons art, comme possibilité, cette fois-ci, éthique, politique et historique de l'actentialité, de la chosité et de l'intensité. C'est à la fois l'affaire propre de la pensée et de la poésie. C'est donc ce qui serait la forme nouvelle à partir de l'achèvement de la métaphysique, de la philosophie de l'art. Voilà ce qui était de mon intervention, et je rajoute une toute petite pointe pour répondre, enfin pour ajouter un truc à ce que tu disais, Cédric, tout à l'heure. Tu as dit cette chose qui était, en parlant de la question de l'invention, et tu as dit l'invention dans ta conclusion et ce qui arrive au devant de nous. Je crois qu'il y a aussi là une indication qui est assez fondamentale, mais qui rentre dans le processus de ce que j'ai nommé aujourd'hui, toujours dans cette question du tournant et la préparation du tournant, qui est la conclusion de la lettre sur l'humanisme de Martin Heidegger, qui est s'il n'y a plus d'humanisme, Beaufray supposément aurait renvoyé cette question, mais reste-t-il un dernier élément d'aventure pour l'humanité? Et la réponse de Martin Heidegger, c'est le seul élément d'aventure, c'est la poésie. Pourquoi la poésie? Parce que la poésie, comme la pensée, se tiennent de la même manière devant la même question. Et cette question, c'est évidemment la question de l'être. Et ce que je trouve magnifique dans cette question-là, et ça on le doit à Jean Beaufray, c'est que Jean Beaufray a la conscience en français d'indiquer cet élément d'aventure, et je crois que l'élément d'aventure, c'est la réponse moderne de la question de l'invention, puisque ce qui arrive devant nous est la traduction de ce ad venturus, plutôt que du in venire, qui est du coup dans une forme de passé, qui est la question de l'invention et d'un repli sur l'être, et que l'ad venturus est une forme de déploiement de l'être sur le devant. Et c'est au plus près de ce qui va m'arriver devant, et ce qui serait la forme peut-être, cette forme inattendue d'un maintenir dans un maintenant, de ce qui serait cette forme. Je vous remercie.